À la suite de ces exposés, une table ronde avec l'ensemble de nos intervenants sur le thème du conseil au cœur de l'activité de l'architecte expert. Et donc, peut-être pour commencer, je vais tenter de poser une question à chacun d'entre vous. Et je pense qu'on va faire un mixte entre les questions que je vais poser et peut-être celles que vous allez poser dans la salle, de telle sorte qu'on ne finisse pas trop tard, sachant qu'on a déjà pris beaucoup de retard. Voilà ce que je vous propose. Donc, je vais peut-être commencer par Shahrazad et Michel. Donc, vous avez travaillé aux règles écrites et spécifiques des architectes experts conseils. Il en existe d'autres qui sont différentes et qui unissent différentes compagnies d'experts qui sont regroupées au sein de la du CNCEJ. Pourquoi ces règles supplémentaires et est-ce qu'elles ne font pas double usage, sachant que les experts judiciaires ont déjà ces règles-là qui s'appliquent dans le cadre de leur exercice. Ok, allons-y. Oui, alors il faut d'abord dire que ce qui a été présenté, c'est un projet. C'est un projet soumis à discussion. Il y a eu un groupe de travail qui a produit un rapport. Il y a eu ce projet maintenant de texte que vous avez vu qui s'articule au code de déontologie des architectes, publié par décret en 1980. Donc pour répondre très précisément à ta question, il faut voir ça comme des poupées russes. Nous sommes tous architectes, le code de déontologie des architectes, on a juré, il est là, c'est le noyau. Ensuite, certains d'entre nous, ensuite à l'autre bout, il y a ceux qui sont experts judiciaires, qui ont également prêté serment un jour, et qui, par ce serment, s'engagent à, je crois, respecter les règles publiées par le CNCEJ. Entre les deux, il y a ceux qui sont membres du CNEAF et qui font de l'expertise conseil, et pour lesquels il n'y a pas de corpus de textes déontologiques, de règles de déontologie. C'est avant tout pour eux qu'on a élaboré ce texte, avec un souci de cohérence progressive. C'est-à-dire que la base, c'est le code de déontologie des experts. Le code de les règles de déontologie, pas le code, les règles qui vous ont été présentées, les règles en rouge, c'est celles qui sont complémentaires à tous les experts architectes. Et puis les règles spécifiques aux experts judiciaires, bien, ce sont celles du CNCEJ. Avec, en principe, mais ça reste à vérifier, des restrictions progressives. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'incohérence entre les règles qu'on a proposées et celles qui s'imposent aux experts judiciaires, sous réserve de vérification, mais encore une fois, comme c'est un projet, la vérification reste à faire. Les règles des experts judiciaires du CNCEJ ne sont que ponctuellement plus restrictives que celles qui ont été proposées. De la même manière que celles qu'on propose sont plus restrictives que celles des architectes. Voilà. On peut dire que c'est un travail d'orfèvre. Alors ça reste à vérifier, c'est un projet. L'objectif, alors je parle aussi au nom du président, enfin, puisque je suis là en son nom aujourd'hui, l'objectif du collège, ce serait d'aboutir à une approbation, à une assemblée générale, peut-être celle de 2020, avec un premier débat, avec un débat intermédiaire en conseil d'administration. Voilà. Très bien, mais Shahrazad oui, je termine juste encore un truc. Enfin, il reste à organiser le processus de consultation. Ça vous sera bien entendu publié avec un calendrier pour permettre à chacun de donner son avis, à la fois négatif ou à la fois d'enlever quelque chose ou de rajouter. Oui, c'est tout à fait ça, mais je vais juste rajouter que quand même la commission de travail, on a quand même pris en compte, on a étudié article par article et le vadicom donc l'expert de justice. Il faut savoir que en fait, c'est quand même destiné quand même comme je le répète, l'article 5 sur les consultations privées, c'est
basé surtout sur la non-ambiguïté entre une expertise privée et expertise judiciaire. En fait, c'est porté plus sur les ambiguïtés. Ne pas confondre, on est là parce qu'on a un papier en tête, expert judiciaire, hein, qu'on fait appel à nous pour, comme expert de partie ou expert conseil, pour intimider l'expert judiciaire dans une expertise judiciaire. C'est-à-dire, on a envisagé même ce cas-là. Et donc, ces règles de déontologie de l'expert de justice, ils répondent à cet article-là. Donc, on l'a pris en compte dans nos réflexions. Et c'est pour cela, on pense que c'est pour le bien du CNEAF de créer à l'inscription chaque année, de mettre qu'on a signé, moi je suis membre de CNEAF, j'ai signé ces règlements de code de déontologie. Voilà, pas de code de réglementation. Voilà. Exact. Conseil ou dans les expertises privées. Donc on est bien d'accord qu'on soit judiciaire ou pas, parce qu'on peut être judiciaire et amené à faire des expertises privées. Voilà, ceci est dit. Voilà. Claude Buchet. Moi, je voudrais juste faire une précision, c'est que le code de déontologie qui est au CNCEJ s'applique à tous les experts de justice, quels qu'ils soient. Or, ce code de déontologie qui est proposé là est un code qui s'applique aux experts architectes, qui est très spécifique. Et ça me paraît important que ce code de déontologie soit fait, parce que, et ça ne s'applique pas seulement aux experts conseils, mais également aux experts judiciaires, parce que nous avons des règles particulières en tant qu'experts judiciaires ou conseils par rapport à nos confrères dans le cadre de l'exercice de notre métier ou notre exercice d'expert. Et ça me paraît important de le faire, parce que le CNCEJ, c'est un code générique, ce n'est pas un code particulier architecte. D'accord, bien sûr, ça touche absolument tous les experts de toute activité. C'est vraiment architecte-expert. Très bien, pas expert-architecte. Justement, pour poursuivre, je voudrais poser une question à Monsieur Hoquet. Donc vous nous avez dressé un cadre normatif qui concerne l'expertise. À votre avis, est-ce qu'il est vraiment à la mesure et à l'échelle des expertises que peuvent mener les architectes experts conseils? Et est-ce qu'il est adapté? Est-ce que les règles qui vous ont été présentées à titre de projet par le collège viennent faire double usage ou pas? Je ne pense pas, et en fait, j'ai rappelé sur la fin de mon exposé que les travaux de normalisation allaient démarrer pour réviser cette norme. Aujourd'hui, on a un retour d'expérience assez intéressant sur des cabinets monopersonnels, sur des grandes institutions, et clairement sur toutes les typologies d'expertise, l'expertise des risques, l'expertise des dommages, l'expertise d'évaluation, et peut-être qu'il serait intéressant au sein de ces travaux de normalisation de regarder d'un peu plus près quelles sont les particularités de l'expertise conseil pour peut-être envisager des spécificités. Parce que je pense qu'après 20 ans d'expérience de mise en œuvre de cette norme qui a finalement été un tronc commun pour tout le monde, je pense qu'aujourd'hui on peut aller... Sauf les expertises judiciaires. Sauf bien sûr les expertises judiciaires, mais on connaît beaucoup d'experts judiciaires qui se sont fortement inspirés. Bien sûr, on a des architectes experts judiciaires parisiens qui utilisent la norme dans le cadre de leurs expertises. Tout à fait. Eh bien, on peut imaginer que dans ces futurs travaux, on puisse aller un petit peu plus loin et de peut-être, par grande famille d'expertise, pouvoir peut-être apporter des éléments, des exigences spécifiques sur ces familles. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira, et puis je ne peux que vous encourager à participer à ces travaux qui vont démarrer. Donc, alors peut-être Claude Buchet, vous qui êtes architecte, expert et médiateur, votre proposition vient-elle aussi faire double usage ou au contraire, pensez-vous qu'elle élargit le champ de l'expertise conseil? Je pense qu'on l'a un peu compris, mais peut-être que c'est bien d'y revenir. Je crois que ce que je disais tout à l'heure, c'est que être médiateur, n'importe qui peut être médiateur sous réserve d'une formation. On n'a pas besoin d'être expert, architecte pour être médiateur. Je pense simplement que quand on fait de la médiation dans le domaine de la construction, le fait d'être médiateur et expert permet d'avoir un éclairage et un vocabulaire de compréhension réciproque entre l'ensemble des parties. Et c'est l'expérience qui me fait parler, c'est que quelque part, sur des médiations, et j'en ai fait un
un certain nombre déjà, judiciaires ou conventionnels, le fait d'être experts, donc d'avoir une compréhension sur les enjeux du différend, quand bien même nous n'avons pas fait, en tant qu'experts, l'expertise technique du différend et de la question qui est posée, nous permet d'avoir un éclairage et de contribuer à travers notre compétence à trouver et à apporter, à contribuer avec les parties, à monter la solution et d'y aboutir très rapidement. Parce que, je rappelle, et je ne l'ai peut-être pas dit suffisamment, la médiation est un processus extrêmement rapide. En l'espace d'une après-midi, vous réglez le différend. En l'espace d'une après-midi, des conflits qui ont duré des mois, des mois et des mois. Alors, je reviens donc là-dessus, c'est que l'expert architecte qui devient médiateur a une formation spécifique pour être médiateur. Mais ce que j'insiste beaucoup, c'est le fait que ce sont les experts conseils, non pas judiciaires, mais les experts architectes, qui soient conseils de parties dans les médiations. Et il y en a de plus en plus. Il faut être conscient qu'actuellement en France, particulièrement au niveau des conventionnels et des juridictions administratives, c'est exponentiel actuellement au niveau des médiations. Et nous avons besoin d'experts de parties qui accompagnent les parties dans ces médiations. Et c'est toute une technologie, une technique qu'il faut apprendre en tant qu'expert de partie pour participer à ces médiations. Et là, il y a véritablement un avenir, il y a une demande, une vraie demande, parce que nous manquons d'experts qui ont cette capacité de pouvoir rentrer en médiation, non pas en tant que médiateur, en tant qu'expert accompagnant les parties pour les médiations. Donc vous encouragez tout à la fois les architectes à faire de l'expertise conseil pour les parties et à se former par ailleurs à la médiation, pourquoi pas. L'avenir est devant nous. François, si tu peux me Oui, vas-y. juste voir la complexité quand même de l'histoire, parce que là, comme il a à juste titre, Claude a signalé, en fait, la médiation, il y a ce qu'on appelle judiciaire et conventionnelle. Et alors, c'est l'équivalent à une expertise conseil. Alors, dans le mot expert conseil, on a discuté un peu avec la MAF. Qui dit conseil, ça veut dire que tu donnes quand même quelque part un conseil qui est... ça peut être considéré comme maîtrise d'œuvre, mais sans pour autant que ce soit maîtrise d'œuvre. Mais si tu dis, oh bah tiens, la poutre là, elle est cassée, je vous conseille par exemple de mettre tant de ferraillage, je dis n'importe quoi, mais ça, c'est considéré pour la MAF que tu as donné un conseil. Donc ça veut dire qu'il faut cocher le volet jaune pratiquement, et pas seulement une expertise que le volet violette, qui est déclaration de ta mission, expertise, que ce soit judiciaire ou conseil. D'ailleurs, la MAF, elle ne fait pas la différence. Je suis pas là, voilà. Et c'est juste pour donner que la complexité à voir. Voilà. Mais on posera la question demain à Michel Klein quand il serait là. Voilà. Bah, c'est tout. Alors peut-être pour poursuivre avec Monsieur Estingois, vous qui cherchez, est-ce que vous avez trouvé comment mobiliser les experts conseils qui sont nettement moins identifiés et plus compliqués à trouver que les experts judiciaires qui, eux, sont inscrits sur des listes? Donc vous cherchez à avoir des retours d'expérience sur les sinistres que les experts, les architectes experts rencontrent. Voilà, avec les experts judiciaires, vous pouvez éventuellement avoir des retours. Avec les autres, comment ça se passe? Est-ce que c'est difficile? Avec les experts judiciaires, c'est difficile. Ah, aussi. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai pas beaucoup de remontées d'informations des experts judiciaires pour un certain nombre de raisons totalement objectivées, donc sur la confidentialité, sur le secret, et donc quand je dis ça, je jette pas une grosse pierre sans réfléchir à ce que je dis. Donc j'ai conscience donc dessus. D'où l'idée de Vigisnap que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc l'attente par rapport aux experts judiciaires, c'est pas qu'ils nous renvoient leur rapport d'expertise, ça c'est notoirement pas possible, c'est leur donner la possibilité de nous remonter à un moment donné, donc un problème technique qu'ils ont rencontré, qu'ils peuvent partager. Nous, on garantit l'anonymisation de tout ça, donc de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que ça ne vienne pas interférer dans le processus judiciaire éventuel ou dans un autre processus non judiciaire. Et le souhait, c'est qu'effectivement, ça remonte. Bon, donc jusqu'à présent, j'avais un petit peu l'impression de prêcher dans le désert quand je venais. Donc, on a mis au point un outil qui permet donc de donner, qui donne la possibilité de faire ces remontées. Donc, j'invite donc les experts judiciaires et les autres donc à utiliser cet outil pour partager donc avec l'ensemble de la collectivité, des experts, mais aussi des non-experts
qui connaissent un tout petit peu sur les sujets techniques, donc les difficultés, donc ils ont pu croiser pour qu'on puisse progresser collectivement. Très bien. Et en quoi ce travail est très important pour la suite et pour les architectes experts et peut-être pour les architectes eux-mêmes? Comment est-ce que ça peut être utilisé? Parce que de toute façon, donc on apprend de nos erreurs. Bon, puis de celles des autres. Hein. Bon, mais on apprend de nos erreurs. Donc, il est important de partager les erreurs, de partager la façon dont on a traité les erreurs, ou partager les difficultés qu'on a eues à traiter les erreurs, de façon à ce que collectivement on progresse. C'est ça l'enjeu essentiel. C'est notre philosophie complète. Donc au niveau de l'AQC, donc on se bat beaucoup avec ceux qui ont pris l'habitude de cacher la poussière sous le tapis. Hein, nous c'est pas notre façon de faire. C'est donc il y a des problèmes. Montrons-les dans le respect des personnes. Hein, donc le sujet, c'est dans le respect des personnes, et puis progressons ensemble. Hein. Donc dans tout ce que je vous ai montré, on ne met pas en exergue une personne ou une autre. Hein. Donc il peut y avoir donc identification d'une profession qui a eu des difficultés. Alors c'est pas forcément toutes les personnes de la profession, mais on ne dit pas. Donc c'est monsieur un tel ou madame une telle, c'est le projet bidule ou le projet machin. Donc on anonymise donc l'ensemble de l'information de façon à ce qu'effectivement donc il y ait un progrès collectif. Et tout ça dans l'idée de permettre une meilleure connaissance de ce qui peut se passer et donc d'avoir une prévention plus importante par rapport à des projets. Bah oui. Et donc c'est pour ça que vous m'avez demandé de montrer nos productions, puisque elles sont bien faites dans cette logique-là. On a fait donc collectivement, donc pas avec des experts judiciaires, mais avec d'autres, puisqu'ils n'ont pas pour l'instant contribué, mais ils vont le faire. Donc et puis ils participent à un certain nombre de travaux quand même. Mais on a construit collectivement donc l'identification d'un certain nombre de difficultés et la façon dont il fallait les traiter. C'est ce qu'on retrouve dans l'ensemble de nos rapports. C'est pas nous qui faisons. Hein. Moi, je sais à peu près rien faire. Donc c'est bien la collation de l'information d'un certain nombre de professionnels compétents qui fait qu'on a réussi à produire l'ensemble de ces documents, qu'on les met à disposition. Donc, sous différentes formes, de façon à ce que ça soit accessible à un maximum de personnes en fonction des habitudes des uns et des autres. Il y en a qui préfèrent le papier, d'autres qui préfèrent aller regarder sur un site internet. Tous, vous préférez regarder votre smartphone sur l'appli QC. Et donc, c'est comme ça que ça peut se diffuser. Voilà. Très bien. Et tout ça, donc, pour majorer la prévention au niveau des projets qui seront éventuellement proposés par les architectes quand ils ne sont que architectes, entre guillemets. Voilà. Et donc, ma dernière question concernera Monsieur Gertou. Pour vous, si la prévention était poussée à son maximum, eh bien clairement, est-ce que vous travailleriez encore? Mais je ne pense pas, puisque effectivement notre principale activité c'est la reprise en sous-œuvre de bâtiments ou tout au moins de réparation. Mais je crois que ce qui est important, c'est que quand on nous soumet un sinistre, nous on intervient surtout en conseil auprès de l'expert, et que c'est plutôt un partenariat avec l'expert que l'on fait dans la recherche d'une solution techniquement réalisable, économiquement réalisable, et je crois aussi qui donne toutes les garanties ensuite afin de pas réaliser un sursinistre. C'est surtout ça, quoi. Hein. Voilà. Donc effectivement, je crois que dans l'acte de construire, il y a des règles. Il y a en particulier dans nos métiers de fondation, il y a des normes, et en particulier la norme sur les reconnaissances géotechniques. Et je crois qu'il faut utiliser absolument le panel de solutions qui est donné à la norme dans toutes les études, de façon à limiter les problèmes de fondation. Donc ce qui s'est passé en particulier à Mont-de-Marsan, s'il y avait eu un suivi géotechnique, je pense une G4, un suivi géotechnique, il n'y aurait certainement pas eu de sinistre,
parce que le géotechnicien qui aurait suivi le chantier se serait bien rendu compte qu'il y avait un problème d'ancrage des micropieux dans le cadre de la construction, quoi. Voilà, quoi. Voilà. Très bien, merci. Alors, pour ma part, je pense que j'ai à peu près fait la liaison entre chacun des intervenants par les questions que j'ai pu leur poser. Maintenant, si vous voulez bien et si vous avez des questions, on ouvre une petite séquence aux questions avant que Michel Chazal, en toute fin, vous fasse part des réjouissances qui suivront. Oui, je vais essayer. Philippe Charlet, cour d'appel de Douai. Membre élu du Conseil de l'Ordre. Une question concernant la première intervention, c'est sur la certification. Je ne connais pas bien le chiffre des cabinets d'architectes certifiés. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des architectes experts certifiés? Alors, en fait, je n'ai pas parlé de certification, hein, j'ai parlé de normalisation. C'est-à-dire que c'est effectivement une norme homologuée qui permet de faire de la certification. Aujourd'hui, dans votre domaine, je ne connais pas effectivement de certification existante sur les experts conseils. Alors, je peux peut-être amener une précision, puisque c'est le sujet, on l'a un peu travaillé. Il existe des architectes experts judiciaires qui ont associé la norme ISO 9001 de management qualité dans leurs agences à la norme NFX 50110 dont a parlé Monsieur Hoquet. Ceci dit, on n'a pas pu développer le sujet faute de disponibilité de ses confrères. Pourtant, j'en ai eu beaucoup. J'ai eu énormément de personnes sur le sujet, tous plus intéressants les uns que les autres. Ça pourra faire l'objet éventuellement d'une table ronde au niveau du collège, par exemple, si on souhaite poursuivre sur ce point. Mais là, cet après-midi, en fait, on souhaitait juste vous présenter la norme NFX 50110 qui concerne l'expertise seule. Et demain, on abordera la certification au travers d'un retour d'expérience que nous présentera Monsieur Hoquet, qui concerne la construction bois et non pas les architectes, parce qu'on n'a pas pu le faire. J'ai profité d'avoir le micro. La deuxième question, ça concerne la sémantique et le texte du Congrès. Vous évoquez des problèmes existentiels, en fait, de l'architecte judiciaire qui doit remplir des missions, effectivement, en tant que conseil. Je ne sais pas si c'est le bon terme qui a été employé, le terme de conseil. J'en réalise très peu, mais je pense que c'est plus une assistance technique. Et quand on voit les indications au niveau de la présentation, vous mettez l'architecte expert conseil en expertise. Je pense que c'est plus le conseil technique en expertise. L'avocat est un conseil. Les missions, si on ne veut pas se tromper, effectivement, la nécessité d'avoir une charte complémentaire, je veux dire, on est déjà soumis, et il n'y a pas beaucoup de professions, je te dis, qui sont soumis à la fois, je veux dire, à nos devoirs professionnels qui ont été rappelés, qui en plus, je veux dire, on est assermenté. Donc je ne sais pas si c'est vraiment utile ou nécessaire, ou c'est de la frilosité de devoir effectivement encore en rajouter par un document que vous êtes en train de préparer. Oui, voilà, je suis tout à fait d'accord, mais bon, là, si vous avez remarqué, pour la convention qu'on a travaillé pour le type de contrat type ou type de contrat, une convention d'expertise technique, on a dit. Donc, ça posait un tout petit peu débat, en fait, parce que technique, ça veut dire, si on est assistant technique, est-ce qu'on va faire un peu de maîtrise d'œuvre? On va donner un avis technique, pas un avis sur les désordres, mais un avis. Donc, ça crée un peu d'ambiguïté. Mais je suis tout à fait d'accord sur le nom mon conseil, comme j'ai expliqué tout à l'heure, que par exemple la médiation, c'est marqué médiation conventionnelle et pas conseil. Mais bon, ça reste ouvert. Ceci étant que notre CNEAF, notre cher collège CNEAF, on a 2 sections, et ça a été depuis 50 ans ou 52 ans. Et c'est comme ça, les premières idées, c'était, il n'y avait pas encore toutes ces complications sémantiques, juridiques, etc.
Donc, en fait, on se trouve avec expertise conseil, expertise judiciaire, et on a gardé le terme. Mais je suis tout à fait d'accord et on est ouvert, quitte à changer nos statuts, mais bon, ça reste ouvert, mais je suis d'accord avec le terme qui est compliqué. Non, je veux simplement compléter. Je suis relativement d'accord avec cette analyse, parce qu'effectivement, c'est de l'assistance technique. Et pour moi, l'assistance technique va à la maîtrise d'œuvre, parce que le conseil, c'est de la maîtrise d'œuvre. On en parlera demain avec Michel Klein de la MAF, mais pour moi, c'est évident, c'est que l'architecte expert conseil de partie, il est à la fois expert, conseil et maître d'œuvre quand il met en œuvre. Ça me paraît évident. Pour moi, ça me paraît évident. Mais il va falloir clarifier les choses, et qu'effectivement, dans le contrat, si tant est qu'il y a un contrat type qui se met à jour dans le cadre finalement de ces conventions diverses que nous avons déjà au niveau de l'ordre des architectes, il y en a peut-être une spécifique qui est l'expert conseil de partie ou l'assistant technique de partie. C'est peut-être un contrat spécifique, mais ça me semble important de le mettre au point, parce qu'effectivement, dans le cadre actuel de l'ensemble des missions normalisées de l'ordre, ça n'y figure pas, et ça me paraît important de le développer. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Tout à fait. C'est là où l'importance de définir les limites de la mission. Et n'oubliez pas, même pour faire une proposition d'honoraire pour un client, enfin, c'est pas beau le mot client, bien entendu, un demandeur ou un maître d'ouvrage, mais qu'il est quand même un client. Et donc, il faut faire attention de préciser la limite de la mission. C'est très important. Voilà. C'est vrai que le glissement, quand on parle que technique, parce que dans le conseil, il y a une partie, en litige, il y a plein de choses. Mais quand on parle technique et quand on en est à la phase de ce qu'il faut faire pour réparer, c'est là que ça se passe, en fait. Parce qu'avant, il y a plein de conseils et autres. Mais quand on en est à commencer à envisager, à réfléchir, à dire ce qu'il faut faire pour réparer, on a déjà eu ces débats-là aussi entre experts judiciaires. Il y a un continuum entre les orientations réparatoires et le projet et les prescriptions. On peut glisser de l'un à l'autre. Mais je pense que lorsqu'on en est avec conseil de partie, il faut savoir qu'à un moment donné, et c'est à chacun de le savoir, je pense que Michel Klein demain dira la même chose. Michel Klein, c'est la mutuelle des architectes, celui qui assure. L'assureur, il sait très bien que les conseils, quand il s'agit de donner des conseils, on ne risque pas grand-chose. En tout cas, en termes financiers, statistiques, c'est comme ça qu'ils réfléchissent les assureurs. Mais que quand on fait un projet et qu'on fait une erreur, et que ce projet se porte sur un immeuble de 15 logements, ça peut coûter très très cher. Parce qu'il y a 15 logements, c'est un gros bâtiment, et s'il y en a 100, c'est encore plus. Donc il y a là une proportionnalité du risque. Et cette proportionnalité du risque, elle intervient à partir du moment où on s'engage sur une intervention technique. Donc je pense que là, mais on en rediscutera demain avec l'assureur, c'est à chacun de savoir à partir de quel moment, à chaque architecte de savoir à partir de quel moment il est simplement dans la phase où on pourrait envisager de faire ceci, et où il écrit, on peut faire ceci et comme ça. Et il y a un seuil à partir du moment où il faut s'assurer différemment. Et le déclarer à son assureur et payer en conséquence, parce qu'on sait très bien la différence entre ce que l'on paye à son assureur pour s'assurer en tant qu'expert judiciaire ou expert privé, c'est très peu de choses, mais que quand on s'assure en tant que maître d'œuvre, on paye à peu près 5,5 pour 1000 du coût de la construction, pas à peu près. Oui, donc là, il y a une grosse différence, parce que les risques de mise en cause d'un conseil qui est une maîtrise d'œuvre sont plus grands. Voilà. C'est juste pour ajouter, alors la responsabilité de l'expert, on a réfléchi sur la responsabilité de moyens au résultat, donc on a bien précisé c'est obligation de moyens, donc c'est pas obligation de résultat, d'où la nécessité de ne pas venir avec votre caméra thermique et dire voilà, oh là là, je vais vous donner que là ici il y a un pont thermique, le résultat s'étend et ça s'affiche comme ça. Et là, donc, il faut vraiment faire attention, parce que ça reste comme un architecte, obligation de moyens. Monsieur Gertou, vous pouvez peut-être ajouter quelque chose, parce que dans votre cas, il y avait un expert architecte, et pourtant, il n'a pas prescrit ce qu'il fallait faire. Il y a eu un appel d'offres. Comment ça s'est passé ? Il y a eu effectivement une consultation entre 3 entreprises.
Les entreprises ont proposé des projets, donc l'ESPER, en fait c'était un ESPER-DO quand même, mais n'a pas fait de maîtrise d'œuvre dans ce cas-là. Il a été désigné un architecte maître d'œuvre dans l'affaire. Et les entreprises ont répondu sur leur solution. Il y en a une qui a pas voulu répondre parce qu'elle pensait que c'était pas réalisable. Et on a été 2 entreprises il y a eu un concours en quelque sorte. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que notre entreprise prévoyait 3 mois de déménagement des habitants. Nous, on leur a dit 1 semaine maxi, et c'est pour ça qu'on a été choisi, parce que en fait, le problème, c'était même pas un problème de coût, puisque voilà, c'est ça. C'est pas un problème technique en tant que tel. C'était un problème humain lié aux occupants de l'immeuble qui a fait que la solution de votre entreprise a été choisie plutôt que l'autre. Voilà, tout à fait. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Michel Pantalier, architecte expert, judiciaire, entre autres. Je reviens juste sur le conseil pour dire, je trouve qu'il y a un côté un peu faux débat en tant qu'architecte conseil. Quand on intervient, surtout dans un cas de litige, et qu'on intervient sur la personne qui est la plus fragile, pour la personne qui est la plus fragile, je pense qu'on sert énormément à rassurer et à pas prescrire, mais à proposer des solutions. Ce qu'on fait quand on est aussi expert judiciaire, c'est-à-dire que quand on est expert judiciaire, que je ne sais pas, il y a 2 fuites entre 2 bâtiments qui ne sont pas jointifs, on va parler de chez nous, on va parler de solutions techniques. C'est la même chose pour moi. La deuxième chose, c'est simplement très, très prosaïque, terre à terre. Ça sort quand, le petit fascicule sur les balcons? Parce qu'il était prévu en juillet et on l'attend. Monsieur Estingois, la question est directe. La réponse va l'être tout autant. Donc, ce petit fascicule, cette étude, a été une commande du ministre. C'est le ministre qui décidera de quand il le publiera. Elle est chez le ministre depuis pas mal de temps. Ceci étant, je confirme aussi, mais vous l'avez tous entendu, qu'il y a eu quand même beaucoup de commentaires nuls et non avenus sur le sujet. Le commentaire le plus drôle que j'ai entendu, donc sur BFM TV, de la part de quelqu'un qui connaissait pas grand-chose et qui nous a demandé quelques jours plus tard, donc s'il était possible d'obtenir ce rapport. Donc il a commenté, mais il ne l'avait jamais vu.